Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer le cours d'introduction à la traduction assistée par ordinateur. Je m'appelle Cristina Varga et je suis votre enseignante dans ce cours pendant le semestre. Comme vous pouvez entendre, je ne suis pas parlant natif du français. Je suis traductrice, je suis aussi enseignante dans plusieurs universités européennes et pendant ce semestre, nous allons travailler ensemble avec plusieurs outils de Tao. Étant donné que votre cours est en distanciel et les autres cours que j'ai à l'Université catholique de l'Ouest sont en présentiel, je vais enregistrer les cours que vous pouvez consulter sur Internet. Cela peut constituer un petit avantage pour tout le monde, car à différence d'un cours distanciel habituel, même si celui-ci est aussi un cours réalisé à l'aide de la plateforme Teams, il est enregistré et bien sûr, vous pouvez le revoir, vous pouvez consulter des parties que vous considérez un peu plus complexes ou si vous considérez que certains aspects n'ont pas été bien compris, vous pouvez revenir sur le cours en vidéo et vous pouvez sans problème résoudre les doutes que vous avez. Le cours ne sera pas interactif à cause de cela et je vous propose de m'écrire par courriel les questions et les doutes que vous avez. En général, je réponds assez vite, mais comme je suis en classe tous les mardis, je vais vous répondre pour l'après-midi après mes cours. Si vous êtes d'accord, on peut commencer et je vais partager mon écran. Ok, voilà. Comme je vous ai dit déjà, le premier cours de Tao est une présentation générale. La Tao, c'est la traduction assistée par ordinateur. Et je commence toujours avec certaines informations administratives concernant l'organisation du cours. Les objectifs didactiques de ce cours sont la maîtrise des concepts de base de la Tao. Vous allez aussi apprendre à maîtriser plusieurs logiciels de Tao très utiles pour les traducteurs professionnels. Cela veut dire que vous allez installer sur vos ordinateurs à la maison certains instruments de Tao avec lesquels il faut apprendre à travailler. Comme tout le cours sera réalisé en ligne, je vous recommande d'installer ces logiciels à l'avance. Pour les logiciels professionnels qui requièrent une licence commerciale, vous allez utiliser la version démonstrative qui est un peu limitée, mais qui vous permet en tout cas de travailler. Et un autre objectif didactique est d'utiliser SDL Trado Studio, qui est l'outil le plus important, le leader du marché en ce qui concerne la traduction assistée par ordinateur. En général, tous les traducteurs professionnels travaillent avec cet outil. Petite parenthèse, pour les utilisateurs de Macintosh, probablement vous le savez déjà, si vous ne le savez pas, je vous le dis.
le Macintosh n'est pas vraiment un outil très recommandé aux traducteurs professionnels parce que la plupart des outils de Tao, la plupart d'autres outils comme les outils de sous-titrage, de doublage, sont utilisés sous Windows. Alors, si vous avez un Macintosh, il faut faire les adaptations nécessaires qui existent pour ce type d'ordinateur et qui peut utiliser les outils sous Windows, mais pour cela, vous devez installer une machine virtuelle Macintosh qui puisse émuler le système d'opération Windows. Pour les utilisateurs de PC, il n'y aura pas de problème parce qu'en général, tous les outils ont une version Windows. Il y a certains outils, et pour chaque outil, je vais vous mentionner s'il est adapté à être utilisé sur plusieurs plateformes. Il y a parmi les outils de Tao quelques-uns qui sont multiplateformes et avec ces outils, vous pouvez travailler sur plusieurs systèmes d'opération. Alors, il faut faire toujours attention si l'outil est adapté ou non à l'utilisation sous Macintosh. C'est un problème qui existe depuis toujours. J'ai rencontré cet aspect à partir des années 90. Et la situation reste la même, mais il y a toujours des solutions qu'on peut utiliser, soit utiliser et installer les outils sur un PC, soit adapter son Macintosh pour pouvoir utiliser des outils de Tao sous Windows. Bien sûr, dans un cours présentiel, on est tous dans un laboratoire informatique et on n'a pas ces problèmes. Mais comme le cours est en distanciel, il faut s'adapter du point de vue informatique aussi. Pour n'importe quel problème technique, vous pouvez m'écrire. Probablement, je n'ai pas insisté, je reviens. Ici, vous avez mon adresse, mon courriel de l'UCO, christina.varga, @ c'est la modalité dont les programmateurs écrivent @uco.fr. Bien sûr, vous allez écrire comme une adresse de courriel normale sans le AT entre corchettes. Revenons sur l'organisation du cours. La durée du cours sera la durée du cours consiste en 6 sessions de travail. Chaque session comporte 2 heures. Les 2 heures seront réparties entre une partie théorique et des exercices pratiques. Vous allez suivre en visio la partie théorique et bien sûr, chacun d'entre vous réalisera la partie pratique comme activité indépendante. Il faut faire attention et réaliser les activités pratiques qui sont considérées comme des exercices à la maison parce qu'à la fin du cours, vous aurez une évaluation, une épreuve pratique, mais avec les exercices de l'épreuve pratique, vous allez envoyer aussi tous les exercices que vous avez réalisés à la maison pendant le semestre. Alors, faites attention, réalisez complètement les épreuves pratiques et si vous avez des problèmes, bien sûr, vous pouvez me contacter par courriel et je vais vous expliquer et je vais vous assister pour que tout soit le meilleur possible. À la fin du semestre, après les 6 sessions de travail, pendant la 7e session de travail, qui aura lieu le 9 mars, nous aurons une épreuve pratique. Cette épreuve pratique aura une durée de 2 heures et consistera en exercices pratiques. Vous n'aurez pas des questions de théorie.
mais vous aurez beaucoup d'exercices de traduction assistée par ordinateur. Ce qui nous intéresse est de voir comment vous suivez le flux de travail qu'on applique en traduction assistée par ordinateur et quelle est votre maîtrise de différents outils de Tao, parmi lesquels vous verrez il y a des outils en ligne, il y a des outils installés local. Et aussi, vous avez des outils gratuits, mais aussi des outils professionnels, commerciaux. Si vous êtes dans l'impossibilité de participer à l'évaluation, je vous prie de signaler ce fait au moins un mois avant l'évaluation. Cela veut dire avant le 9 février. Si vous savez que vous ne pouvez pas participer en classe, je vous prie de m'annoncer. Si vous avez n'importe quelle question sur l'organisation du cours, vous pouvez me contacter par courriel et je vais vous répondre. Étant donné que l'organisation du cours est présentée, je vous propose de continuer avec quelques éléments, quelques concepts de base concernant la traduction assistée par ordinateur. Et on va commencer par les éléments vraiment de base. Qu'est-ce que c'est la traduction assistée par ordinateur? Quelques définitions et aussi quelques possibles termes, concepts qui sont très proches de la traduction assistée, mais qui ne sont pas en fait de la traduction assistée par ordinateur. En général, la traduction assistée par ordinateur est définie comme un outil informatique facilitant le travail du traducteur. Cette définition est une définition prise dans une acception plus large, une définition qui était appliquée dans les années 90, quand n'importe quel outil, même Microsoft Word, qui est un outil de traitement de texte, était considéré comme un outil de traduction assistée parce que le logiciel assistait le traducteur. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons une acception beaucoup plus spécialisée de la traduction assistée par ordinateur et l'acception qu'on a aujourd'hui de ce terme est plus orientée vers le processus de traduction. Aujourd'hui, la traduction assistée par ordinateur envisage les outils à mémoire de traduction et nous allons voir pendant tout le semestre ce que outil de mémoire de traduction veut dire. En dehors de ce concept de traduction assistée par ordinateur, vous pouvez toujours rencontrer presque dans le même contexte la traduction automatique. Et quand je parle avec des personnes qui sont impliquées dans le processus de la traduction, qui enseignent de la traduction, mais pas dans un contexte informatique, j'observe assez souvent que les deux concepts ont la tendance d'être confondus par certains utilisateurs qui n'ont pas une spécialisation poussée dans l'informatique pour traducteurs. Il faut faire toujours la différence. La traduction assistée par ordinateur n'est pas synonyme à la traduction automatique. En fait, il s'agit de deux processus différents qui se sont développés et qui accompagnent l'évolution historique des outils de Tao. Si la Tao met en évidence le traducteur qui est le principal acteur de ce processus et qui réalise la traduction, pendant que l'ordinateur offre seulement quelques ressources linguistiques
enregistre et permet de récupérer des unités de traduction déjà traduites et qui facilite en fait le travail du traducteur. La traduction automatique met en vedette l'ordinateur. Dans la traduction automatique, l'utilisateur humain n'a aucune intervention, n'est pas un acteur dans ce processus. Le texte qui se traduit dans le processus de traduction automatique est un texte traduit complètement par un ordinateur. Bien sûr, dans une autre étape qui aujourd'hui est connue comme la post-édition, le terme anglais est post-editing, bien sûr, le texte traduit automatiquement est corrigé et amélioré pendant une autre étape qui est la post-édition. Aujourd'hui, il y a pas mal de traducteurs qui réalisent de la post-édition et cela tend à devenir une vraie profession. Vous verrez, mais en tout cas, il ne faut pas confondre les outils de Tao et les outils de traduction automatique parce que leur modalité de travail est différente. Qu'est-ce qu'un outil de Tao? Une définition actuelle des outils de Tao affirme que les outils de Tao sont un instrument informatique. En général, on parle d'un logiciel installé local, plateforme en ligne ou application en nuage qui dispose d'une mémoire de traduction pour enregistrer les unités de traduction traduites par le traducteur et d'un ou plusieurs glossaires ou dictionnaires qui permettent au traducteur de gérer la terminologie. Vous pouvez observer déjà que cette définition n'est pas si transparente que la définition initiale des outils de Tao et qu'on a le concept de mémoire de traduction et glossaire dictionnaire. Bien sûr, les glossaires et les dictionnaires ont la même fonctionnalité que les glossaires et les dictionnaires qu'on connaît déjà, mais leur structure est un peu différente. Quelques observations concernant les outils de Tao. Faites attention, les outils de Tao ne traduisent pas. Ils sont un contexte numérique qui assiste le traducteur et lui permettent de traduire plus vite. En général, on considère, et les études le confirment, un traducteur utilisant des outils de Tao travaille 50% plus vite qu'un traducteur qui n'utilise pas ces outils. Mais ces outils ne traduisent pas par eux-mêmes. Quand on installe un outil de Tao, c'est un outil qui ne contient rien. Il n'a pas de mémoire de traduction, il n'a pas de glossaire, il n'a pas de ressources linguistiques. C'est le traducteur qui doit réaliser des activités de traduction pour enrichir le contenu des mémoires et des glossaires. Bien sûr, avec l'expérience et avec les années de travail, les mémoires de traduction deviennent de plus en plus riches. Le glossaire qu'on utilise s'enrichit aussi. Et vous verrez, il y a pas mal de fois quand même 70%, 80% du texte peut être traduit d'une manière très correcte à l'aide de la mémoire de traduction et à l'aide des glossaires. Il faut considérer les outils de Tao plutôt comme un espace de stockage pour les traductions qu'un traducteur professionnel a réalisé déjà. Ces espaces de stockage permettent aux traducteurs de réutiliser les termes documentés et les unités de traduction déjà réalisées.
Bien sûr que les outils de Tao, leur contenu reflète les compétences du traducteur et c'est une modalité d'apprendre à traduire des outils de Tao. Si le traducteur est très spécialisé, s'il fait très bien son travail, bien sûr, les mémoires de traduction seront d'une très bonne qualité et par conséquent, les traductions réalisées à l'aide de ces mémoires de traduction seront de très bonne qualité. Alors faites attention, ma recommandation est d'utiliser au moins un outil de Tao pour réaliser les traductions que vous recevez en classe à d'autres matières. Utilisez n'importe quel exercice de traduction dans un contexte numérique, utilisant un outil de Tao pour vous accoutumer, pour vous créer des mécanismes automatiques spécifiques aux traducteurs professionnels et pour avoir l'habitude d'utiliser constamment ces outils. Parce que comme tous les logiciels, si on n'utilise pas les outils de Tao, les uns des outils de Tao sont assez complexes, on oublie. Et bien sûr, un traducteur qui a des connaissances très poussées sur les outils de Tao est un traducteur professionnel, pendant qu'un traducteur qui connaît un ou deux outils de Tao n'est pas autant. Alors, faites attention, les compétences informatiques en traduction sont assez recherchées. Enfin, si vous vous préparez à devenir des traducteurs, il faut vous préparer aussi du point de vue informatique. Les outils de Tao ne datent pas d'aujourd'hui, bien sûr. On a une tradition de plusieurs dizaines d'années dans l'utilisation déjà des outils de Tao. Et la création des outils de Tao date de longtemps. Le premier outil de Tao n'était pas un outil numérique. En 1933, en Russie, un ingénieur, Piotr Trojanski, crée une machine, mais c'est une machine mécanique qui peut sélectionner et écrire des mots qu'elle traduit d'une langue à l'autre. Cette machine, aujourd'hui, elle n'existe pas, mais on sait qu'en 1933, en Russie, a été enregistré un brevet d'inventeur pour cette machine et on sait qu'elle a existé. Aujourd'hui, cette machine n'existe pas, mais elle est considérée comme le premier outil de Tao réalisé et bon, elle constitue l'origine de tout ce qui est traduction assistée par ordinateur. Pendant la période de la guerre froide, différents outils ont été développés à cause de la nécessité de traduire très vite les messages militaires. Mais bien sûr, ces outils, on n'a aucune information sur ces outils. On sait qu'ils existaient. Le premier logiciel a été utilisé beaucoup plus tard, mais avant d'exister la traduction assistée par ordinateur, en 1947, on a le terme Machine Translation, abrégé MT. Faites attention, il y a beaucoup de traducteurs qui se trompent. Machine Translation signifie en français traduction automatique. L'abréviation MT en français signifie mémoire de traduction. Et ici, on a une interférence linguistique et
dans beaucoup de textes qui traitent sur la traduction assistée par ordinateur, vous pouvez avoir des références à la traduction automatique en anglais qui utilisent cette abréviation. Faites attention toujours parce que MT en français signifie mémoire de traduction et ne pas confondre les deux abréviations. Ce qui passe assez souvent dans les textes anglais et dans les textes écrits dans les langues d'origine romane, parce que toutes les langues néo-latines utilisent la même abréviation. MT en espagnol, Memoria de Traducción, par exemple, et en italien, en portugais, c'est la même chose. Alors faites attention, il est très important de ne pas confondre. C'est une abréviation importante. Le terme machine translation est utilisé pour la première fois par Warren Weaver et c'est un terme théorique, en fait, parce qu'il n'y avait pas à l'époque aucun outil de traduction automatique, mais avant les outils de Tao, les programmateurs pensaient que avec l'évolution technologique et l'apparition des ordinateurs, on pouvait traduire automatiquement sans problème le langage humain. Bien sûr, c'était l'opinion des programmateurs. Les linguistes n'avaient pas la même opinion et on a constaté pendant plusieurs décennies que la traduction automatique est vraiment très limitée. Un premier système informatique qui traduisait automatiquement des messages est créé en 1969 par Peter Thomas, qui crée un logiciel dénommé System Translation, abrégé SysTran, un logiciel qui s'utilise même aujourd'hui. C'est le premier système informatique qui pouvait décoder les textes et les rapports en russe. C'était bien sûr le contexte de la guerre froide. Et cet outil de traduction automatique est utilisé même aujourd'hui, bien sûr dans une version bien modernisée, bien plus évoluée que celle de 1969. Systran est aujourd'hui un des outils de la Commission européenne. C'est pour cela que nous avons des informations sur ce logiciel. Il y avait aussi d'autres, mais on n'a pas d'informations sur les autres logiciels qui étaient utilisés à l'époque. Pendant les années 1960-1970, les programmateurs observent que la traduction automatique est assez limitée et le mythe que la machine, l'ordinateur, la machine intelligente peut tout traduire s'écroule, mais s'impose une autre idée, l'idée que les ordinateurs peuvent bien aider le traducteur et lui faciliter le travail. En 1980, on a un premier système de traduction orienté vers le grand public. C'est un système qui s'appelle TSS, Translation Support System, mais les coûts de ce système est vraiment très haut et ni même les compagnies les plus riches ne pouvaient pas l'acheter. Alors ce système a existé, a été proposé, mais n'a jamais été commercialisé. Plus tard, en 1990, le premier logiciel qui se commercialise s'appelle Trados et crée un outil appelé Multiterm. Le nom Trados est connu aujourd'hui.
Multiterme, c'est un outil qu'on utilise aujourd'hui sans problème et qui fait partie de la suite SQL Trados. Et c'est un outil qui marque le début de la généralisation de l'utilisation des outils de traduction assistée par ordinateur. Multiterme est aussi connu aujourd'hui sous le nom de SQL Multiterme. Et c'est une partie du studio SQL Trados. Pardon. En 1992, on a une première version d'un outil ce n'est pas un outil qui assiste vraiment à la traduction, c'est un outil qui permet d'organiser la terminologie. Multiterme, c'est un outil terminologique et à partir de cet outil, la compagnie Trados en 1992 lance la première version d'un logiciel appelé Translators Workbench, qui a été vraiment la première version d'un logiciel de gestion terminologique. Plus tard, en 1996, le logiciel Trados, tel qu'on le connaît aujourd'hui, commence à se développer. C'est un outil qui assiste le traducteur, c'est un outil qui a une mémoire de traduction et un glossaire. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas que Trados. Entre 1990 et 2010 se développent les plus importants logiciels de Tao. Nous allons voir quels sont ces logiciels. Et après 2010, on peut observer une nouvelle tendance. Tous les logiciels de Tao développent soit une version, soit se développent complètement en ligne sur des plateformes virtuelles. Et aujourd'hui, on a bien sûr une grande variété de logiciels de Tao. Ce qui nous permet de nous poser la question combien d'outils de Tao existent à présent. Bien sûr, il y a beaucoup d'outils de Tao et je vous propose une petite liste des outils qui fonctionnent à présent. Parmi ces outils, les plus importants, déjà vus, Across aussi, MemoQ. MemoQ est le deuxième outil de traduction assistée par ordinateur, juste après Trados. MemSource, c'est un outil que vous pouvez rencontrer assez souvent en France. MemSource est très utilisé en France, à différence d'autres pays où on ne le trouve pas si souvent, mais en France, vous pouvez le rencontrer assez souvent. Un autre OmegaT. OmegaT est un outil professionnel, mais qui est complètement gratuit. On va travailler avec lui, bien sûr, et il est recommandable de savoir comment l'utiliser parce qu'il est complètement gratuit. SQL Trados, bien sûr. Quoi d'autre? TermBasis, c'est une plateforme en ligne développée par la Commission européenne. Et WordFast, les différentes versions de WordFast que nous allons utiliser aussi et qui sont très populaires sur le marché du travail en traduction. WordFast présente l'avantage qu'il est multiplateforme et qu'il peut être utilisé aussi sous Macintosh sans aucune adaptation. Voir, il y a beaucoup d'outils, bien sûr, tous ces outils doivent être classifiés d'une certaine manière pour savoir quelles sont leurs caractéristiques principales et comment et en quel contexte utiliser tel ou tel outil de traduction assistée.
Vous avez plusieurs typologies des outils de Tao. Et en ce contexte, je vais proposer 3 classifications. Une première classification a comme critère la modalité d'accès au logiciel, et vous avez une première catégorie des logiciels en ligne, parmi lesquels je mentionne MemSource. Google Translator Toolkit, il existait jusqu'en 2020. Aujourd'hui, il n'existe plus. Vous verrez que les logiciels de Tao ont la tendance de disparaître, certains d'entre eux. Et chaque année, vous pouvez trouver des logiciels nouveaux ou vous pouvez observer qu'il y a des logiciels qui n'existent plus. C'est pour cela que dans ce contexte professionnel, le traducteur doit être toujours au courant avec les changements qui arrivent dans le contexte de l'utilisation des outils de Tao. Il y a vraiment des outils qui apparaissent très vite et qui ont une évolution très rapide, mais il y a aussi d'autres qui disparaissent. Google Translator Toolkit a existé pendant 10 ans. Attention, ce n'est pas Google Translate. Google Translate, c'est un outil de traduction automatique. Google Translator Toolkit était un outil de Tao qui a été utilisé pendant 10 ans et qui maintenant n'existe plus. Le service a été supprimé par la compagnie Google. WordFast Anywhere, c'est le logiciel que je vais présenter aujourd'hui. Et vous avez aussi d'autres plateformes en ligne, SmartCat et MadeCat. Les logiciels qui s'installent sur vos ordinateurs, les logiciels de bureau, sont WordFast dans la version WordFast Pro, S2L Trados, MemoQ, OmegaT, déjà vu pour mentionner les plus importants. En fonction de leur distribution, on classifie les logiciels entre logiciels gratuits et logiciels commerciaux. Et ici, vous pouvez observer qu'il y a quelques logiciels gratuits. Il faut toujours les utiliser. Google Translator Toolkit était gratuit, il n'existe plus, je répète. WordFast Anywhere, c'est la version gratuite du logiciel WordFast et qui se trouve en ligne. SmartCat, MadeCat, OmegaT sont des logiciels qui peuvent être utilisés sans payer aucune licence. On peut les utiliser de manière légale. Les logiciels commerciaux, bien sûr, impliquent des coûts d'acquisition. Et parmi ces logiciels commerciaux figurent bien sûr les plus professionnels. Je vous ai dit déjà, S2L Trados est le premier, le leader du marché, MemoQ le deuxième. WordFast Pro se trouve sur la 3e place et déjà vu. C'est un logiciel qui était, il y a 10 ans, était en deuxième, 3e place. Mais il ne continue pas de... Bon, il a des limitations, il n'a pas été développé et il y a plusieurs motifs pour lesquels, déjà vu, tend à disparaître sur le marché. Et probablement il va disparaître en quelques années. Ça fait déjà assez longtemps que je n'ai pas vu, en travaillant en tant que traductrice, je n'ai pas vu des projets avec ce logiciel. Il n'est pas très spécifique à la région européenne, on ne l'utilise pas très souvent. Il était utilisé plutôt au Canada, aux États-Unis, mais vraiment il tend à disparaître. Selon le type d'utilisateur, vous avez une autre classification.
les outils de Tao destinés aux amateurs, aux traducteurs occasionnels. Et ici, j'ai mentionné Google Translator Toolkit de nouveau, WordFast Anywhere, SmartCat, MateCat. Faites attention que SmartCat, par exemple, il a commencé comme une plateforme en ligne orientée vers les amateurs. Mais maintenant, nous allons voir, il connaît depuis 10 ans une évolution très intéressante et il s'est converti en fait dans un marché en ligne où on peut employer un traducteur, on peut participer à des projets de traduction. C'est vraiment très intéressant comme plateforme. Et SmartCat, déjà peut être considéré comme une plateforme un peu professionnelle. Il va changer sûrement de catégorie en quelques années. Pour ce qui est des outils de Tao destinés aux traducteurs professionnels, on a bien sûr les outils que j'ai mentionnés déjà, S2L Trados, MemoQ, Omega T. Vous avez aussi Star Transit, qui n'est pas si connu, mais qui est un outil très professionnel, WordFast Pro, Across. S2LX, c'est une version de Trados avant de Trados Studio et déjà vu. Avant de commencer la présentation d'un outil de Tao pour aujourd'hui, je vais insister et vous allez voir, je vais répéter un schéma conceptuel très utile aux traducteurs et qui leur permet d'utiliser n'importe quel outil de Tao. Ce schéma est le schéma qui décrit les étapes de la Tao selon les traducteurs professionnels. Si vous suivez ces étapes, même si vous travaillez avec un outil en ligne ou un outil de bureau, s'il s'agit d'un outil de Tao, vous pouvez utiliser sans problème cet outil. Et bien sûr, vous allez voir, il y a une grande diversité d'outils, les interfaces sont très différentes, la dénomination des commandes peut être différente, mais si vous suivez ce schéma de travail, vous allez vous débrouiller très vite, même avec un outil que vous n'avez jamais vu. Ce qu'il faut savoir est que les outils de Tao sont adaptés au processus de la traduction, qui comporte 3 étapes, on le sait tous, parce que vous traduisez déjà. Nous avons une première étape de préparation de la traduction. Vous avez l'étape proprement dite de traduction et une troisième étape, la post-traduction. Pendant chaque étape, on réalise en tant que traducteur certaines opérations. C'est la même chose dans le contexte de l'utilisation des outils de Tao. Nous avons une première étape de pré-traduction et dans cette étape, quand on travaille avec un outil de Tao, il faut créer un projet de traduction. Pour créer un projet de traduction, bien sûr, il faut suivre certaines commandes, mais il faut savoir, il n'y a pas de traduction en dehors d'un projet de traduction. Les outils de Tao réalisent, codifient, organisent la traduction dans le contexte des projets de traduction. Alors, pour commencer à traduire, forcément, vous devez créer un projet de traduction. Dans ce projet de traduction, il faut établir la langue source et la langue cible. Je vous prie de noter les abréviations. Elles sont spécifiques à la langue française et vous retrouverez ces abréviations dans la bibliographie de spécialité et dans la communication professionnelle aussi.
Alors, je reviens, il faut établir la langue source et la langue cible, et aussi, il faut créer une mémoire de traduction et au moins un glossaire. Vous verrez, dépendant du contexte, il y a des logiciels qui utilisent plus d'une mémoire de traduction et plus d'un glossaire ou d'un dictionnaire. Après avoir préparé tous les fichiers nécessaires pour la traduction, on passe à la deuxième étape, la traduction proprement dite. Pendant cette étape, vous verrez le texte à traduire est segmenté en plusieurs séquences ou segments. Le segment est une terminologie Tao. Et ces séquences peuvent être dénommées unités de traduction. UT signifie toujours unité de traduction en traduction assistée par ordinateur. Bien sûr, pendant cette étape, on réalise la traduction proprement dite, on traduit tous les segments du texte. Bon, si par hasard vous oubliez, vous verrez, tous les logiciels vous envoient des messages si vous laissez une unité de traduction vide. En général, il faut traduire unité après unité et parcourir le texte à traduire de manière séquentielle. Mais si par hasard vous ne voulez pas traduire de manière séquentielle, vous pouvez le faire. En tout cas, si vous oubliez une unité de traduction, le logiciel va vous annoncer que vous n'avez pas traduit tout le texte. Faites attention, pour les traducteurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec les outils de Tao, oublier une unité de traduction est parmi les erreurs les plus récurrentes. Après avoir traduit tout le texte, on peut passer à la troisième étape, bien sûr, la post-traduction. Attention, ne pas confondre post-traduction, qui est une étape du processus de traduction, et post-édition, qui est une activité traductive qui se développe dans le contexte de la traduction automatique. La post-traduction et la post-édition sont deux choses différentes. Je reviens. Alors, si nous avons terminé la traduction du texte, on passe à la troisième étape, post-traduction. Ici, il faut corriger le texte. Vous avez l'étape de correction et relecture. Ce sont deux étapes qui se développent de manière différenciée. En général, en traduction professionnelle, la correction et la relecture se réalisent par deux personnes différentes, selon les standards de travail en traduction. Mais si vous travaillez dans le contexte de la Tao, pendant la troisième étape, il faut aussi générer les textes traduits. Parce que pendant la deuxième étape, vous travaillez avec un texte bilingue. Vous verrez, tous les outils de Tao affichent sur l'écran un tableau orienté sur deux colonnes. Toujours sur la colonne de la gauche, vous aurez le texte source. Et à droite, vous aurez une colonne vide qui, après la traduction, contiendra le texte cible. Mais bien sûr, le client qui envoie le texte au traducteur n'a pas besoin de la version bilingue. Il a besoin seulement du texte cible. Et c'est à cause de cela qu'à partir du texte bilingue utilisé par le traducteur dans la deuxième étape de travail, il faut générer automatiquement le texte traduit ou les textes traduits dépendant de la complexité du projet de traduction. Et bien sûr, un projet se termine avec la livraison des textes traduits au client. Je vous prie de noter ce schéma conceptuel et
ces étapes de travail. En tout cas, je reviendrai sur le processus et sur les étapes de la Tao dans chaque cours. C'est un élément très important. Si vous suivez ce schéma, vous saurez toujours si vous avez terminé ou non un projet de traduction. OK. Et maintenant, je vais vous parler de WordFast Anywhere, qui est le premier outil de Tao que nous allons utiliser aujourd'hui. C'est un outil assez simple, mais un outil qui peut être utilisé sans aucun problème. Il a toutes les fonctionnalités nécessaires pour être utilisé dans un contexte général. Ce n'est pas un outil professionnel, mais pour certains types de traduction, il peut être utilisé par des professionnels aussi. C'est un logiciel gratuit, c'est une plateforme de traduction en ligne qui permet la traduction de plusieurs formats de fichiers. Vous pouvez voir, vous pouvez traduire des pages web, vous pouvez traduire des documents DocX ou d'autres documents en format Excel, par exemple, ou même en format PDF. Il y a plusieurs formats que vous pouvez utiliser avec ce logiciel. WordFast Anywhere représente la version gratuite du logiciel WordFast, qui est un logiciel professionnel et commercial. Et selon le créateur de ce logiciel, il restera toujours gratuit. L'intention de la compagnie WordFast était d'avoir un outil gratuit pour que les utilisateurs puissent voir quelles sont les fonctionnalités de WordFast en général. Il présente une option de traduction automatique qui est optionnelle. Ma recommandation est de ne pas utiliser la traduction automatique et je vais vous apprendre comment désactiver la traduction automatique. Il y a pas mal d'études qui illustrent quelle est l'influence de la traduction automatique sur le traducteur et je vous recommande de traduire vous-même parce qu'il y a pas mal de faux amis, pas mal d'expressions qu'un logiciel ne peut pas identifier correctement. Et bien sûr, en tant que traducteur professionnel, il est important d'avoir un exercice de traduction toujours, parce que sinon on oublie. En plus, les traducteurs spécialisés, les meilleurs traducteurs spécialisés que je connais, travaillent toujours, ils aiment traduire. Alors, ils n'utilisent jamais la traduction automatique, moi non plus, et je recommande toujours à tous mes étudiants de ne pas utiliser la traduction automatique. Étant un logiciel en ligne, ce n'est pas confidentiel. Cela est un minus, c'est un point, disons, ce n'est pas un avantage, c'est plutôt un inconvénient pour les traducteurs professionnels. Parce qu'en général, quand on travaille avec des clients importants, on a beaucoup de clauses de confidentialité dans le contrat de travail. Et on ne peut pas travailler sur les plateformes en ligne si le travail que nous réalisons pour un certain client est confidentiel. Alors faites attention, utilisez les plateformes en ligne seulement sur des données sur des textes qui ne comportent pas des données personnelles. Alors tout ce qui est traduction juridique n'est pas recommandable d'être réalisé en ligne, parce que les traductions juridiques comportent beaucoup des données personnelles des tiers, et en tant que traducteur, on n'est pas autorisé à publier ces données personnelles sur une plateforme. WordFast Anywhere peut être
utiliser, après l'identification de l'utilisateur, il faut vous créer un compte d'utilisateur. Et après, vous pouvez l'utiliser librement. Faites attention, si vous n'utilisez pas le WordFast Anywhere pendant quelques mois, vous pouvez avoir la surprise d'observer que les projets que vous avez travaillés sur WordFast Anywhere ont été effacés. Il faut vous connecter au moins une fois par mois sur la plateforme et de cette manière, vous aurez les projets de traduction que vous avez réalisés et les mémoires et les glossaires, bien sûr, vous les aurez en ligne. Ils ne seront pas effacés. L'outil permet à l'utilisateur de créer et de gérer des mémoires de traduction multiples et des glossaires aussi. C'est un système interactif qui affiche le contenu de la mémoire de traduction et des glossaires en fonction des unités de traduction qu'on traduit. L'adresse internet où vous pouvez télécharger, où vous pouvez accéder à la plateforme en ligne est celle-ci, mais vous pouvez tout simplement chercher en Google Search WordFast Anywhere et c'est tout simplement ça. Après avoir accédé à la page de WordFast Anywhere, vous avez cette confirmation où il faut soit ajouter votre courriel et le mot de passe, soit créer un nouveau compte si vous êtes un utilisateur nouveau. Bien sûr, si vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez toujours le récupérer à l'aide de votre courriel. Après avoir votre compte d'utilisateur, tout d'abord, pour la première fois, vous verrez le système vous demande de déclarer, c'est une déclaration générale, la langue source et la langue cible. Si vous travaillez, il faut déclarer l'anglais, allemand, espagnol. Quand j'ai travaillé avec les étudiants de l'université d'Angers, c'était ces langues, bien sûr, mais si vous en avez d'autres, il faut déclarer la langue principale étrangère et bien sûr, pour la langue cible, le français. C'est une déclaration générale parce que vous pouvez gérer plusieurs fichiers dans les langues de travail que vous avez. La surface de travail qui est affichée directement après vous avoir connecté est celle que vous voyez maintenant sur l'écran. Elle est vide parce que vous n'avez pas travaillé sur la plateforme, mais vous pouvez tout simplement déplacer le fichier à traduire et que vous trouverez en attaché dans le courriel que vous allez recevoir pour chaque cours. Vous pouvez déplacer les fichiers à traduire sur cette zone et cela vous permettra d'importer un certain fichier. Bien sûr, on peut réaliser ces éléments de différentes manières. Pour cela, je vous recommande d'explorer un petit peu la barre d'outils de cette plateforme. Vous pouvez voir, il y a plusieurs onglets qui regroupent de manière logique différentes fonctionnalités de cette plateforme. Et pour commencer à travailler, je vous ai dit déjà, ma première recommandation est d'annuler la traduction automatique. Dans la barre d'outils, sous l'onglet WordFast Anywhere, je reviens, se trouve ici. Vous avez la commande configuration et vous avez l'option sur la fenêtre de dialogue qui apparaît et que nous allons voir immédiatement. Vous avez l'option générale, general en fait en anglais. Vous pouvez configurer la traduction automatique et pour cela, il faut décocher tous les logiciels de traduction automatique. TA, c'est l'abréviation de traduction automatique.
ce qui vous permettra de travailler sans problème. Bon, si vous ne décochez pas, si vous n'annulez pas la traduction automatique, ce que va se passer, c'est que pour chaque unité de traduction, vous aurez une proposition de traduction. Bon, les traductions, il y aura des traductions qui en apparence seront correctes. Mais n'oubliez pas que le traducteur, dans un contexte spécialisé, doit toujours vérifier que la terminologie, que la phraséologie est correcte. Et les outils de traduction automatique ont certains algorithmes qui permettent d'équivaler certaines traductions, mais la traduction, si elle est spécialisée, n'est pas toujours très correcte. Et vous pouvez avoir l'impression, ah bon, c'est très bien traduit, et en fait, ce n'est pas très bien traduit, parce que peut-être la terminologie n'est pas correcte, et même la phraséologie peut être incorrecte. N'oubliez pas que dans des domaines comme le domaine juridique, la phraséologie est vraiment figée. Il y a certaines expressions qui signifient quelque chose. Et si vous traduisez d'une manière plus libre, cela, en termes juridiques, peut signifier autre chose complètement. Alors, faites attention et essayez d'annuler la traduction automatique parce qu'elle peut vous proposer des traductions grammaticales correctes en français, mais du point de vue de l'équivalence texte-source, texte-cible, cela peut être vraiment très erroné. OK. Je vous ai dit déjà, sous l'onglet Word Fast Anywhere, vous avez la commande configuration. Et vous verrez que la plateforme, si vous gardez le curseur de la souris sur la commande, la plateforme affichera une étiquette contenant les raccourcis clavier et contenant le nom de la commande. Après avoir cliqué sur la commande configuration, vous avez une fenêtre de dialogue qui sera affichée. Fenêtre de dialogue qui comporte plusieurs onglets. Sous le premier onglet, vous avez la commande configurer la traduction automatique. Et bien sûr, vous pouvez modifier ces éléments. Petite parenthèse, les plateformes en ligne peuvent évoluer très vite. Et vous pouvez voir que même d'un jour à l'autre, les fenêtres de dialogue peuvent avoir des structures différentes. En tout cas, il faut faire attention, il faut lire les commandes et les options en général restent les mêmes. Et bien sûr, pour configurer la traduction automatique, vous pouvez observer que sur mon ordinateur, Machine Translation Not Set. Cela veut dire que la traduction automatique a été annulée. Et n'oubliez pas, en anglais, MT signifie Machine Translation. Et en français, signifie mémoire de traduction. Et vous pouvez observer ici, dans un contexte où, sur l'interface de l'ordinateur, j'ai une interface en français. Ici, ce message est en anglais. Et il faut bien comprendre la différence entre les deux abréviations pour ne pas comprendre autre chose. OK. On continue. Si vous cliquez sur le lien que je vous ai montré, vous aurez une fenêtre de dialogue qui a cette structure et vous verrez Wordlingo, My Memory, Yandex, Google, Microsoft, DeepL. Tous ces éléments sont des machines de traduction automatique qu'il faut annuler. Et ici, vous avez une petite case, utiliser Wordlingo, il faut la décocher. La même chose pour tous les autres outils de traduction automatique qui sont activés. Si vous avez désactivé tout cela, vous avez le bouton OK
et vous pouvez continuer. Mais n'oubliez pas, désactiver un seul moteur de traduction automatique n'est pas suffisant. Il faut vérifier que tous les autres outils de traduction automatique sont désactivés. OK. Si vous avez désactivé la traduction automatique, on revient sur la surface de travail et on peut commencer déjà à réaliser un premier projet de traduction. Pour cela faire, soit vous déplacez le fichier à traduire sur la surface qui est marquée sur vos écrans, soit sous l'onglet Fichier, vous avez la commande Charger, ce qui affiche une fenêtre de dialogue avec plusieurs options. En général, quand vous allez recevoir un fichier local, il faut cliquer sur l'option « À partir d'un fichier local », parcourir et sélectionner le fichier. Mais bien sûr, vous pouvez travailler à partir de Google Drive, de Dropbox ou même à partir d'un lien Internet. Si vous avez seulement un très petit texte à traduire, vous pouvez copier-coller. Vous avez ici une zone de texte où vous pouvez coller le texte à traduire. Cela aussi est possible. Si vous avez chargé le texte, vous avez deux possibilités, charger simplement ou charger et ouvrir. Attention, n'oubliez pas, il faut suivre 3 étapes de traduction. On ne peut pas charger et ouvrir et commencer à traduire parce que vous n'avez pas ni mémoire ni glossaire et vous n'avez pas déclaré la langue source et la langue cible du texte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est cliquer toujours sur charger. Cela va vous afficher le texte sur la surface de travail. Vous pouvez voir progression 0 et vous pouvez voir aussi le numéro de segment par exemple. Si vous avez des mémoires actives ou d'autres éléments, mais à présent, on n'a pas de mémoire de traduction active. Vous avez le fichier chargé. Qu'est-ce qu'il faut faire en continuation? Si vous vous rappelez, nous sommes dans la première étape de traduction. Nous avons créé le projet de traduction. Il faut continuer avec la mémoire et le glossaire. Pour faire cela, vous avez l'onglet mémoire et glossaire. Et ici, vous avez une fenêtre de dialogue qui vous permet de gérer les mémoires qui se trouvent ici et les glossaires qui se trouvent à droite. Pour chaque des deux éléments, vous avez certains boutons de contrôle. Ce sont un bouton très petit, mais ils sont visibles. Hein. Pour chaque élément, pour les mémoires et les glossaires, vous avez des fenêtres similaires. Pour créer une mémoire, il faut cliquer sur le bouton « Créer ». Vous avez une fenêtre de dialogue où il faut ajouter langue source et langue cible. Attention, les traducteurs professionnels n'écrivent jamais seulement « English ». Ici, c'est une notation erronée parce qu'il y a beaucoup de variétés de l'anglais. Et il faut choisir soit l'anglais américain, soit l'anglais canadien, l'anglais britannique, sud-africain, australien. Il y en a plein. Mais il faut toujours choisir de manière professionnelle la notation langue et région. Pour la langue cible, vous pouvez voir French, France. C'est langue et région. La notation est double, FR, pour choisir correctement. Alors, je vous prie, sélectionnez ici anglais britannique parce que le texte que je vais vous envoyer est en anglais britannique. Et comme langue cible, je vous prie de sélectionner le français de France. Bien sûr, si votre langue de travail est autre que l'anglais, il faut choisir
espagnol d'Espagne, par exemple, ou allemand d'Allemagne. Et bien sûr, il faut attribuer aussi une dénomination à la mémoire de traduction. Faites attention parce que si vous travaillez avec des projets de traduction, il faut identifier clairement quelle est la mémoire de traduction. Et pour cela, je vous recommande de dénominer d'une certaine manière les mémoires de traduction. MT signifie mémoire de traduction. Et après, le domaine du texte qui traite sur les volcans. Si vous avez choisi et sélectionné tous ces éléments et si vous avez dénommé la mémoire, vous cliquez sur sauvegarder et vous verrez que la mémoire de traduction se trouve ici. Dans la même fenêtre de dialogue, pour créer les glossaires, il faut cliquer sur le bouton Créer, mais qui appartient au glossaire cette fois. Et vous pouvez voir, c'est la même fenêtre de dialogue, mais cette fois, on crée un glossaire parce que on sait que nous avons cliqué sur ce bouton. Vous avez anglais, qui n'est pas correct, il faut chercher l'anglais britannique, langue cible français de la France, et la dénomination est différente parce qu'il faut identifier la mémoire de traduction, mais aussi il faut identifier très clairement les glossaires. Et pour les glossaires, je vous recommande de commencer toujours la dénomination avec GL de glossaire et après ajouter le domaine de traduction et sauvegarder. Après avoir créé la mémoire de traduction et les glossaires, il faut faire attention. Il faut cocher cette mémoire pour qu'elle soit active. Si elle n'est pas cochée, la mémoire ne sera pas utilisée et vous travaillerez de manière traditionnelle sans rien enregistrer. Le glossaire, c'est la même chose. Il faut activer le glossaire pour pouvoir enregistrer et documenter la terminologie du texte. Par défaut, WordFast Anywhere vous propose un glossaire IATE. Je vous rappelle, IATE, c'est le glossaire officiel de la Commission européenne. Il est activé par défaut et si pendant la traduction vous trouverez des termes qui sont déjà documentés, n'oubliez pas que les termes de IATE sont documentés par les spécialistes, par les traducteurs et les terminologues de la Commission européenne. Alors c'est un glossaire très riche qui comporte plusieurs millions de termes et qui sont très bien documentés. Vous pouvez voir ici, ce n'est pas la base complète, mais c'est une base plus publique. Vous avez ici plus d'1 million de termes ayant comme langue source l'anglais et la langue cible le français. La base de données IATE comporte 7 ou 8 millions de termes, mais je vois qu'ici, vous avez seulement une partie. Bon, c'est normal, mais en tout cas, plus d'1 million de termes, c'est un glossaire déjà très important et qui peut vous aider dans la traduction. Si vous avez coché la mémoire et le glossaire, on peut continuer. Vous avez le bouton sauvegarder, vous cliquez sur ce bouton et vous pouvez continuer à travailler. Pour travailler vraiment et pour afficher le texte à traduire, sur la surface principale de travail, il faut cliquer double sur le texte à traduire, ce qui va vous afficher cette fenêtre de dialogue. Vous allez voir que toutes les commandes concernant la traduction proprement dite, on passe à la deuxième étape, la traduction proprement dite, se trouvent sous l'onglet Traduction et je vous recommande d'explorer toutes les commandes pour savoir combien de commandes vous avez dans la barre d'outils, quelle est leur utilisation. Je vais vous montrer seulement les commandes de base pour pouvoir traduire.
Mais cela ne vous empêche pas d'explorer par vous-même et de mieux connaître le logiciel. Vous avez aussi le contenu de la mémoire affiché sur vos écrans et à droite, vous avez le contenu du glossaire. Les statistiques du projet de traduction se trouvent en bas vers la droite. OK. Bien sûr, on peut commencer à traduire. Cela veut dire qu'il faut activer la première unité de traduction, double-clic, et vous pouvez écrire directement le texte. Pour continuer avec l'unité de traduction suivante, vous avez le raccourci clavier Alt flèche vers le bas. Et pour revenir, vous pouvez revenir avec Alt flèche vers le haut. Bien sûr, vous pouvez aussi cliquer avec la souris, mais les traducteurs professionnels doivent travailler très vite. Alors, faites attention, il faut vraiment travailler très vite. Quand vous travaillez dans le texte, vous trouverez aussi des balises. Ces balises sont assez importantes parce qu'elles comportent, elles codifient en fait le formatage du texte. Vous pouvez garder ces balises ou vous pouvez les effacer. Si vous effacez les balises, il faut savoir que après la traduction, il faut refaire le formatage du texte. C'est pour cela que je vous recommande de garder toutes ces balises. Elles peuvent être copiées-collées dans le texte cible ou tout simplement, vous cliquez sur cette commande « Copier source ». Tout le texte en anglais sera copié ici, les balises incluses. Et vous pouvez traduire sans effacer les balises. Et vous avez comme ça tout le formatage du texte qui est gardé. Formatage du texte, cela veut dire mise en page, mise en forme, lien, image, tous ces éléments qui ne sont pas visibles sur l'écran parce que les outils de Tao, un de leurs fonctionnalités principales est de présenter au traducteur le texte et de laisser le traducteur se concentrer sur la traduction et non pas sur les différents éléments de mise en page, sur les images et sur les graphiques du texte. Cela reste codifié à l'aide des balises. Alors, ma recommandation est de ne pas effacer ces balises et d'utiliser en traduction cette commande copier source et après de traduire en fonction du texte et de garder les balises plus ou moins dans le même endroit. N'oubliez pas, les balises peuvent être déplacées avec la commande copier-coller. OK. Toujours pendant la deuxième étape, vous trouverez des termes. Vous pouvez voir ici, par exemple, il y a dans cette unité de traduction que j'ai activée, vous avez plusieurs termes qui sont expliqués. Bien sûr, si on trouve un terme et on veut l'ajouter dans le glossaire, il faut activer cette fenêtre de dialogue où vous avez source cible, commentaires. Les commentaires peuvent garder la définition d'un terme, mais en général, les traducteurs travaillent seulement avec le texte source, le terme source et l'équivalent dans la langue cible. F1, F2, F3 signifie que, en WordFast en général, dans tous les produits de WordFast, mais en ce contexte avec WordFast Anywhere, vous pouvez utiliser jusqu'à 3 glossaires et bien sûr, on peut décider quel est le glossaire où on va enregistrer un certain terme. Si vous avez créé seulement un glossaire, c'est clair que nous allons travailler seulement avec le terme source, terme cible et sauvegarder. C'est vraiment très simple. Vous allez voir, pour activer le terme dans un glossaire, vous pouvez voir,
vous avez mémoire et glossaire. C'est un onglet qui comporte beaucoup de commandes. Vous avez le bouton « Ajouter terme » qui peut vous permettre d'ajouter un terme dans un glossaire, mais vous pouvez aussi utiliser CTRL ALT et T de terme pour afficher automatiquement à partir du raccourci clavier cette fenêtre de dialogue. Si vous sélectionnez avant le terme à documenter et vous cliquez sur le bouton ou si vous utilisez le raccourci clavier après, le terme que vous avez sélectionné sera automatiquement écrit dans la fenêtre de dialogue. Sinon, il faut écrire vous-même le terme source et le terme cible. Et n'oubliez pas de sauvegarder. Après avoir ajouté un terme dans le glossaire, il sera affiché à droite sur la surface de travail. Et aussi, vous pouvez voir que le terme sera surligné dans le texte. Okay. Pendant la traduction, vous verrez, chaque traduction que vous réalisez sera affichée dans la zone de la mémoire de traduction. Il faut seulement cliquer sur l'unité de traduction que vous avez traduit. Et si cette unité de traduction comporte des termes, les termes seront affichés à la droite sur votre surface de travail. Ces termes ne seront pas affichés s'ils ne sont pas présents dans l'unité de traduction. L'affichage est contextuel parce que vous pouvez vous imaginer si la base de données terminologiques de IAT nous permet d'accéder à plus d'1 million de termes. Ce sera très fâcheux de voir ici une liste d'1 million de termes. Et bon, si aucun de ces termes n'est pas présent dans une unité de traduction, toute cette liste sera inutile. Alors, si vous avez un terme qui est déjà documenté dans votre glossaire, il sera affiché. Sinon, ici, cette surface sera vide. La même chose pour les unités de traduction qui n'ont pas été traduites. Seulement les unités qui ont été déjà traduites et ajoutées à la mémoire, ce qui se fait automatiquement par le logiciel si vous avez activé la mémoire. Le contenu de la mémoire sera aussi activé. Okay, et vous pouvez suivre en bas les statistiques pour voir quelle est la progression de votre travail. Et on peut voir ici, nous avons traduit 3 unités de traduction de 33. Après avoir traduit tout le texte, on passe à la 3e étape. Et pour exporter le texte traduit, vous avez l'onglet Fichier et le bouton Télécharger. Cela affiche sur vos écrans une fenêtre de dialogue qui vous permet d'accéder à plusieurs options de téléchargement. Bien sûr que pour le client et pour l'évaluation finale, il faut exporter document traduit. Les autres options que vous avez sont, par exemple, le document bilingue est utilisé en général dans la correction et la relecture du texte. On peut exporter un texte qui a été corrigé déjà. Vous avez plusieurs versions qui s'utilisent toujours dans la 3e étape de correction et relecture. Et vous pouvez exporter la mémoire de traduction, ce qui est toujours très intéressant pour les mémoires de traduction peuvent être exportées d'un logiciel à un autre. Si par exemple vous avez une mémoire de traduction en WordFast Anywhere, mais vous voulez travailler avec WordFast Pro, vous pouvez exporter la mémoire et l'importer dans l'autre logiciel. Il y a des formats de mémoire qui sont compatibles, hein, et vous pouvez travailler avec d'autres logiciels comme MemoQ, comme Omega T, comme Trados. En général, l'export
l'exportation et l'importation des mémoires de traduction. C'est une opération assez courante en traduction professionnelle. Et bien sûr, vous pouvez enregistrer des fichiers en cours, les fichiers que vous avez activés. Mais ma recommandation est d'enregistrer le document traduit. Et avec cela, bien sûr, vous avez généré les textes pour le client. Pour terminer une session de travail, vous vous déplacez sous l'onglet WordFast Anywhere et vous avez des connexions, ce qui vous permet de terminer la session de travail. Tout ce que vous réalisez, mémoire de traduction, glossaire et traduction proprement dite, seront enregistrés automatiquement. En fait, toutes ces données sont enregistrées en temps réel et vous pouvez voir que les unités de traduction, bon, il ne faut pas enregistrer avec les logiciels de bureau. Mais ici, tout est enregistré. Pour une autre session de travail, vous vous connectez comme normal et vous pouvez continuer à traduire et reprendre le texte à l'unité de traduction où vous avez laissé le texte dans la session antérieure. Alors, tout sera gardé sans problème. Mais n'oubliez pas de fermer correctement la traduction et la plateforme. Merci de votre attention. J'espère que vous pouvez suivre le cours. Je vais fermer le partage de l'écran. Attendez un petit peu. Voilà, oui. OK. J'espère que ma présentation n'a été pas trop compliquée. Bon, c'est la première fois, j'imagine, que vous utilisez un logiciel de traduction assistée. Ce n'est pas des plus complexes. C'est un logiciel pour les amateurs, pour les personnes qui commencent à travailler avec les outils de Tao. Et j'espère que tout cela vous paraît assez simple. En tout cas, n'oubliez pas, vous pouvez répéter plusieurs fois les commandes. En fait, pour un traducteur professionnel, la création d'un projet de traduction, la première étape doit durer moins de 5 minutes. C'est quelque chose qu'on fait vraiment très vite. Il y a quelques pas qui sont toujours les mêmes et qu'on peut répéter. Et il faut toujours bien gérer ces projets. Alors, ne perdez pas trop de temps. Pour la première fois, ça sera un peu plus lent parce qu'il faut suivre les instructions, les explications, mais essayez plusieurs fois à créer un projet de traduction et vous verrez que les choses seront assez vite faites. N'oubliez pas de terminer l'exercice à traduire et vous recevrez par courriel des textes en espagnol, en allemand et en anglais. S'il y a d'autres spécialisations, si vous avez des langues de travail que je n'avais pas eues les années antérieures à votre université, je vous prie de me signaler. Je peux vous envoyer aussi des textes en italien, en portugais, s'il le faut. Il n'y a aucun problème, vraiment. OK. Merci de votre attention et bon courage avec la deuxième partie du cours, avec l'activité pratique. Au revoir.